Alors, on va commencer. C'est un honneur, M. Bouchard, que vous soyez avec nous. Je vais vous présenter brièvement notre conférencier d'aujourd'hui. Donc, il s'agit de Gérard Bouchard, docteur Gérard Bouchard, PhD, qui est historien et sociologue. Donc, on a eu quelques conférences de gens qui ne sont pas en médecine ni en psychiatrie, puis je trouve que c'est vraiment un ajout très précieux. Dr Bouchard est professeur de traité de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs. C'est intéressant comme concept, là. Membre du programme de société réussi de l'Institut canadien de la recherche avancée. Comme formation, il avait fait une maîtrise en sociologie à l'Université de Laval, mais aussi est allé étudier à Paris, où il a eu un doctorat d'histoire. Ses travaux de recherche ont couvert l'histoire sociale, démographique et culturelle, ainsi que la génétique humaine. Il va nous parler aujourd'hui d'un fichier de population Balzac, qui a donné naissance à divers programmes de recherche en sociologie, démographie, ethnologie, génétique humaine, etc. Là. Il est auteur et co-auteur de plus de 300 articles scientifiques, 43 ouvrages, dont, je vous cite quelques-uns, Genèse des notions et culture du Nouveau Monde, Les deux chanoines, ça c'est le chanoine Grou, qui incidemment est un de mes oncles. Je ne savais pas qu'il y avait deux chanoines, mais on faisait des pique-niques chez lui quand on était jeune. Il a également publié 3 romans qui portent des noms de personnes, je suppose, que je ne connais pas, Mistouk, Picoba et Ouchat, qu'on appelait peut-être autrefois les Autochtones, Premières Nations, qui sont un de ses sujets de prédilection. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Léon Guérin du gouvernement du Québec, le prix du gouverneur général du Canada. Il a la médaille chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en France. C'est important. Donc, on va avoir une notion sur un parcours de recherche, le fichier de population Balzac et son héritage. On vous écoute, M. Bouchard, Dr Bouchard. Bien, merci infiniment. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de présenter une tranche de ma vie, je dirais 40 années de ma carrière de recherche. Ce que je vais vous raconter, c'est une histoire. J'espère qu'elle ne vous ennuiera pas, mais moi, je trouve que c'est une belle histoire. Je suis un petit peu énervé parce que le Dr Lalonde, c'est la deuxième fois qu'il va écouter ma conférence. Je ne me suis plus à penser que c'est parce qu'il a trouvé tellement intéressante qu'il avait le goût de l'entendre à nouveau. Je n'ai pas pensé, Dr Lalonde, que c'est parce que vous aviez eu de la difficulté à comprendre la première fois. Bon. Alors, parcours de recherche, le fichier de population de Balzac et son héritage, c'est-à-dire le développement du fichier et ce qu'on a fait avec. Il y a essentiellement 3 questions qui vont baliser le parcours que je vais décrire. D'abord, comment une initiative de recherche qui a pris forme dans une petite université avec des ressources limitées a pu en venir à prendre les dimensions qui ont été les siennes, à se déployer jusqu'à l'échelle internationale. Comment, grâce à des innovations technologiques, une infrastructure a pu déborder le champ disciplinaire qui l'a vu naître. Moi, je l'ai construite d'abord comme historien, et puis finalement, elle s'est ouverte à un très large éventail de disciplines, de questions que je n'avais jamais eues à l'esprit au début. Moi, j'avais des objectifs d'historien, de sociologue, et c'est tout. C'est à mesure que le projet s'est déployé, qu'il y a toutes sortes de potentialités qui sont apparues. Et puis, comment le monde académique québécois, alors aujourd'hui, c'est une question évidemment qui va étonner personne, mais à l'époque dont je parle, c'est-à-dire les années 70, comment le monde académique québécois a pu se prêter à une entreprise considérable de coopération institutionnelle très étroite, qui n'avait pas vraiment de précédent à cette époque-là. Donc, il a fallu convaincre des gens. Ça n'a pas été difficile d'ailleurs. Les esprits étaient très bien disposés à ce genre de choses. Le début de Balzac. Alors, je vais commencer vraiment au début. Moi, en 1968, je suis arrivé à Paris pour faire un doctorat. Je venais de terminer une maîtrise en sociologie avec Fernand Dumont. Et quand je suis arrivé à Paris, là, j'étais vraiment chanceux
j'ai eu plusieurs chances durant ma vie de chercheur, mais là, je suis arrivé à une époque où la science historique était en plein renouvellement, en pleine effervescence, avec toutes sortes de nouveaux horizons qui s'ouvraient. Et c'est ce qu'on appelait l'histoire sociale, qui était fondée sur une idée quand même intéressante, c'est que traditionnellement, on pensait que c'était les grands hommes qui faisaient l'histoire et qui déterminaient le cours des sociétés. L'histoire sociale disait non, oui, bien sûr, les grands hommes font leur part, mais ce qui détermine aussi le cours d'une société, c'est l'ensemble des membres de la société, l'ensemble des classes sociales, l'ensemble des individus, des familles, etc. Alors là, ça ouvrait un tout autre champ à l'enquête historique et tout un idéal aussi qui était considérable et dont moi je me suis inspiré pour faire ma thèse de doctorat. J'ai travaillé sur un village pour la période du XVIIIe siècle et finalement j'ai publié ma thèse à Paris avant de revenir. C'était le village immobile. Et là, moi, j'avais retiré de mon expérience de doctorat un certain nombre de leçons qui sont avérées très importantes pour l'avenir. Il faut que j'explique d'abord sur quoi. Vous savez, le problème que posait l'histoire sociale, c'est que c'est bien beau de travailler sur l'ensemble d'une population, mais on ne va pas travailler sur la France, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. On est au début des années 70, il n'y a aucun moyen de produire une documentation qui va permettre de rejoindre autant de personnes et puis même de traiter cette documentation. Alors, c'est pour ça que moi, j'avais travaillé sur un village, donc quelque chose de plus modeste, avec quelques centaines de personnes. Là, on pouvait penser recueillir des informations sur chacune des familles, chacun des individus qui ont composé la population de ce village. Et le moyen principal de le faire, c'est ce qu'on appelait la reconstitution des familles. Je m'arrête une seconde parce que ça va être la trame principale du fichier Balzac. La reconstitution des familles, ça voulait dire que, par exemple, dans le village moi, que j'ai étudié, je dépouillais, je transcrivais à la main tous les registres de l'état civil, les actes de naissance, mariage et baptême. Sur un siècle, ça faisait quelques milliers de fiches de famille. Et l'idée, c'était que si on jumelait ces actes-là pour reconstituer les familles et leur histoire, par exemple, si on prend un couple va apparaître pour la première fois à son acte de mariage, après ça, il va réapparaître pour enregistrer la naissance de chacun des enfants, les décès des enfants, les mariages des enfants. Et si on peut observer ça jusqu'à la fin, on se ramasse peut-être avec 30, 35 mentions du même couple. À chacune de ces occurrences, le couple va déclarer la profession, il va déclarer sa résidence, il va être amené à dire s'il s'est signé ou pas l'acte. À partir de ça, on peut construire des indices d'alphabétisation. Donc, un très grand nombre de variables sociales qu'on peut reconstituer à partir de là. Bon, moi, quand je suis arrivé, quand je suis revenu, j'avais découvert quand même un problème majeur. C'était que cette méthode d'histoire sociale était fondée sur l'idée que dans les campagnes, les populations étaient sédentaires. Alors, si vous dépouillez tous les registres d'état civil, vous allez être capable de suivre les populations, les familles, sur une très, très longue période. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que dans les 3 000 à 4 000 fiches de familles que j'ai ouvertes, il y en avait à peu près 15% que je pouvais suivre, disons, jusqu'à l'âge de la ménopause de la femme, c'est-à-dire sur 30 ans après le mariage. Toutes les autres disparaissaient par émigration. Là, c'était vraiment la surprise totale et en même temps une tragédie parce qu'on travaillait sur un petit échantillon de famille qui n'était même pas représentatif pour parler d'un village qui avait pratiquement perdu sa réalité. Alors, ça voulait dire que si on voulait faire l'histoire sociale et travailler avec la reconstitution des familles, on ne pouvait pas travailler sur des petites populations, il fallait travailler sur des espaces très larges qui permettrait de contrer la mobilité des familles, permettrait de cerner les familles même lorsqu'elles étaient mobiles. Alors, quand je suis revenu, moi, j'ai dit, je vais travailler sur le Saguenay. Je vais appliquer la méthode d'histoire sociale, mais dans le cadre de la région du Saguenay, c'est-à-dire à peu près 300 000 personnes. Ben, là, quand même, il y a une ampleur de collecte de données qui est considérable. On ne peut pas traiter les données manuellement parce qu'il y en a beaucoup trop. Alors là, il faut réformer, non pas l'idéal de l'histoire sociale, mais réformer toute la méthodologie et toute l'infrastructure de la recherche.
Et il y avait aussi la perspective, en travaillant sur le Saguenay, de l'étendre après, sur Charlevoix, d'autres régions du Québec. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fini par l'étendre à l'ensemble de la province de Québec. Et le fichier Balzac, au moment où on se parle, comprend toute la reconstitution des familles depuis le XVIIe siècle jusque dans les années 1960. Alors là, on est sûr de pouvoir suivre des familles, d'étudier les structures de parenté dans la longue durée, même si les gens émigrent à l'intérieur de la province de Québec. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre l'ordinateur là-dedans. Il faut utiliser l'informatique pour jumeler les données, d'abord. Ça ne peut pas se faire manuellement, il y en a beaucoup trop. Jumelage des données, donc, c'est de rapporter tous les actes qui se rapportent au même couple. De créer donc des fiches de famille, des histoires de famille. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut avoir des systèmes de gestion de bases de données assez puissants pour effectuer toutes les requêtes d'analyse qu'on veut formuler. Et ça veut dire aussi qu'on fait faire le jumelage des données par ordinateur. Alors là, à ce compte-là, si on est capable de satisfaire à ces conditions-là, on peut penser à l'idéal de l'histoire sociale tel qu'on le rêvait, c'est-à-dire un ensemble d'une population sur un espace assez large et sur une longue période. Et c'est comme ça que donc le fichier Balzac s'est constitué, tranquillement bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup de données à traiter, mais quand même, le travail s'est bien effectué sur l'ensemble du Québec, encore une fois, jusqu'aux années 1960. Alors, avant que quelqu'un se le demande, le Balzac, c'est les lettres initiales d'un certain nombre de régions du Québec. Et puis, le S, j'ai toujours prononcé Z pour avoir une référence à Balzac. C'est parce que j'aime Balzac. Il n'y a pas d'autre raison. Et puis, il faut que je dise qu'en parallèle, en travaillant sur les régions du Québec, nous autres, on travaillait à partir du 19e siècle. Mais en parallèle, il y avait une équipe de démographes à l'Université de Montréal qui travaillait sur les 17e et 18e siècles et qui faisait la même chose, le jumelage automatique des données, etc. Donc, on a travaillé en parallèle pendant plusieurs années. Les premières expériences d'exploitation du fichier Balzac, c'était donc des recherches d'histoire et de sociologie, d'histoire de la population, de structure familiale, l'apparentement, la mobilité géographique, les mesures d'alphabétisation, mais des mesures très poussées parce qu'on a pu construire un indice d'alphabétisation qui était extrêmement raffiné, beaucoup plus que les indices traditionnels où on comptait simplement les gens qui avaient su signer puis ceux qui ne l'avaient pas su. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, si vous prenez 30 mentions d'un même individu dans son histoire de famille, vous allez découvrir à un moment donné que dans la moitié des cas, il est dit savoir signer et il a signé. Et puis dans l'autre moitié, il est dit ne pas savoir signer et il n'a pas signé. Alors comment expliquer ça? C'est un espèce de mystère. Et puis, le mystère s'est résolu. Ça a pris quand même 2 ans à le résoudre. C'est que plus quelqu'un est alphabétisé, plus la proportion des occurrences vont porter la signature. Et ça se vérifie vraiment comme ça. C'est le PMP, la proportion moyenne des signatures dans les actes. Quelqu'un qui ne s'est pas signé, il ne va pas s'aventurer en avant devant le monde pour essayer de griffonner quelque chose. Les gens étaient gênés, etc. Par contre, quelqu'un qui le sait, il va vouloir s'afficher, il va avoir une motivation de plus pour le faire. En tout cas, ça s'est vérifié de toutes sortes de façons et l'indice marche très bien. On a fait un premier essai en génétique, parce qu'à moi, à un moment donné, je me suis aperçu que le fichier Balzac, ce n'était pas seulement une banque de données familiale qui permettait de faire des études d'histoire de population, de démographie ou de mobilité sociale entre générations, mais c'était un instrument qui permettait d'étudier tout ce qui se transmet entre générations. Alors là, ça ouvrait bien sûr toutes sortes de perspectives. La première étant celle de la génétique. On pouvait donc utiliser la banque pour étudier les tracés, les modèles de transmission des gènes et en particulier les gènes mutants ou les gènes délétères qui sont à l'origine des maladies héréditaires. Alors, moi, comme il n'y avait pas de généticien, il n'y avait pas de faculté de médecine à l'UQAC, c'était entièrement neuf. J'ai pris une année sabbatique pour aller aux États-Unis et en France.
et pour m'initier à la génétique des populations, mais aussi à la génétique moléculaire. J'ai passé une couple de mois dans un laboratoire à Salt Lake City. La génétique elle-même était en mutation à ce moment-là. On commençait à connaître mieux l'ADN, on comprenait mieux ce qu'était une maladie héréditaire, etc. Et puis, il y avait déjà l'idée de pouvoir agir sur l'ADN pour corriger les défauts. L'idée de pouvoir introduire un parasite, par exemple, qu'on va charger avec un morceau d'ADN qui est en santé pour qu'il aille le déposer sur les filaments d'ADN. Finalement, ça n'a pas marché très, très bien. C'est encore une idée sur laquelle on travaille aujourd'hui. Je dis les généticiens, pas nous autres. Alors, quand je suis revenu de France, j'ai fait un premier essai sur 2 maladies héréditaires au Saguenay. C'était la tyrosinémie et le rachitisme vitaminodépendant. Des maladies très rares au Québec, mais qui, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, étaient devenues relativement fréquentes au Saguenay. Ce sont 2 maladies récessives. Il faut donc que l'enfant ait reçu une copie du gène mutant, l'une de son père, l'autre de sa mère. Il faut que les 2 membres du couple portent au moins une copie de ces gènes-là. Alors, il faut que je dise un mot de la stratégie de prévention qui était en cours à ce moment-là, de prévention des maladies génétiques, appelons ça le modèle traditionnel. Il y avait 3 principaux indicateurs de risque qui permettaient de savoir que là, il pourrait y avoir des enfants malades. Premièrement, c'était des couples qui avaient contracté un mariage consanguin. Ça, c'était le premier facteur de risque qui était très important et qui était facile à détecter. Il suffisait d'aller voir, interroger les couples ou aller voir dans l'état civil, etc. Appartenir à une famille dont le nom de famille était très fréquent. 2e indicateur. Et puis, le 3e indicateur, c'était de compter parmi son ascendance les premiers immigrants au Saguenay. Donc, d'avoir des ascendances établies depuis longtemps. Ce qui permettait de penser que les gènes ont pu se transmettre selon des voies assez simples et qui augmentait la probabilité que des couples que les membres d'un couple soient tous les 2 porteurs d'une copie du gène. Alors, avec ces 3 indicateurs-là, on pensait qu'on arrivait pas mal à cerner le problème des maladies génétiques au Saguenay. Donc, il y avait 6 postulats sur lesquels le modèle reposait. C'est qu'une des causes très importante de la fréquence des maladies ou de l'incidence des maladies génétiques, c'était la fréquence des mariages consanguins. Deuxième cause, excusez-moi, donc c'était l'idée que les mariages consanguins sont associés aux maladies génétiques. La deuxième, c'est que c'est la fréquence des mariages consanguins qui va augmenter la probabilité. Troisièmement, la concentration des noms de famille les plus fréquents. Alors, au Saguenay, on disait les Tremblay. Et on pensait que les Tremblay représentaient 40-50% de la population. Et moi, à moitié pour m'instruire, à moitié pour m'amuser, quand j'étais à Québec ou à Montréal, des gens avec qui je parlais, je me demandais, d'après vous, quelle est la proportion des Tremblay au Saguenay? À Montréal, qui sont des gens plus éclairés qu'ailleurs, ils me disaient certainement 75%. Le résultat, c'est 8%. Alors finalement, c'est vrai que les Tremblay sont les plus nombreux dans la population, mais c'est quand même pas la moitié ou les 2/3 de la population, c'est 7 ou 8%. Mais quand même, on considérait que c'était un indicateur. Et puis là, j'en ai ajouté en cours de route, c'est là donc appartenir à des fondateurs. On appelait des fondateurs du Saguenay, et en pratique, ça voulait dire les 21 fondateurs qui sont à l'origine de la population du Saguenay. On savait qu'il y avait 21 cultivateurs de Charlevoix qui avaient été les premiers à venir s'installer au Saguenay. Et c'est eux qui avaient fait tous les enfants et qui étaient à l'origine de tout le bassin génétique du Saguenay. Alors, plus on était lié de près à ces ancêtres-là, plus on portait une probabilité élevée d'enfanter des enfants malades. Fécondité très élevée, bien sûr, on était plus à risque parce qu'on fabriquait plus de gènes. Et puis après ça, on savait qu'au Saguenay, les maladies génétiques étaient plus fréquentes qu'ailleurs. On savait même que c'était un énorme problème associé à cette région. Donc, 6 postulats. Avec nos travaux, on a été amené à les démolir tous les 6.
La consanguinité comme facteur causal, alors ça, c'est lié aux trois effets fondateurs dont je parlerai, mais je peux en parler tout de suite. L'effet fondateur, c'est premièrement, dans l'histoire du Saguenay, il y a eu trois effets fondateurs. Le premier, c'est les immigrants qui sont partis de la France pour venir s'établir à Québec. Le deuxième, c'est ceux qui sont partis de Québec pour aller s'établir dans Charlevoix parce qu'il y avait moins de terres arables au Québec à cause de la fécondité. Les terres arabes s'occupaient rapidement. Alors, de Québec, il y a un certain nombre de cultivateurs qui sont allés dans Charlevoix. À partir de 1920, les terres arabes de Charlevoix étaient toutes exploitées. Donc, là aussi, il y a eu un autre mouvement d'immigration des gens de Charlevoix vers le Saguenay. On dit un effet fondateur parce que c'est pour désigner un phénomène intéressant en génétique. Par exemple, c'est le fait que la population qui est créée par effet fondateur à partir d'une autre va être plus homogène que l'autre. Elle ne va pas représenter toute la diversité de l'autre. Si vous prenez une classe ou vous prenez un éditorium où il y a 100 étudiants, vous en prenez 10 au hasard ou 15 au hasard, et puis vous les mettez dans une autre salle, et ceux-là, ce sera une autre classe. Bien, les 15 qui sont là ne vont jamais reproduire toute la diversité des 100 qui étaient dans la salle. Hein? Vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. Il y en a qui portent des lunettes, d'autres non. Il y en a qui ont les cheveux blancs, d'autres qui n'ont pas de cheveux, etc. Vous ne serez pas capable de reproduire toute la diversité. Ce qui fait que l'effet fondateur va produire une homogénéisation. Là, entre parenthèses, allons pas trop loin parce que ça reproduit aussi une diversité. Il y a des éléments quand même de diversité qui vont se reproduire à l'intérieur en aval de l'effet fondateur. Enfin, ça, pour l'instant, on va laisser ça tranquille. Donc, il est donc vrai que l'effet fondateur entraîne un effet homogénéisant. Et si au Saguenay, le Saguenay est le fruit de trois effets fondateurs, ben, la conclusion, c'est que ce n'est pas étonnant qu'il y ait plus de maladies génétiques qu'ailleurs. Hein? C'était le raisonnement qu'on suivait. Deuxièmement, la fréquence des mariages consanguins. Alors, avec le fichier de population, on a découvert que la fréquence des mariages consanguins au Saguenay était inférieure à la moyenne québécoise. Il y avait moins de mariages consanguins au Saguenay qu'il y en avait dans la région de Québec, par exemple. Il y en avait moins que dans des régions périphériques de Montréal, deux ou trois régions. Alors là, il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Là, hein. Il fallait repenser un certain nombre de choses. Les concentrations patronymiques, alors d'abord, elles étaient loin d'être aussi grandes qu'on le croyait. Et puis, on a découvert qu'on a pu démontrer que ça n'avait aucune relation entre la probabilité d'avoir des enfants malades et de porter tel ou tel prénom. Ça n'avait aucune corrélation. Et là, je passe rapidement sur des anecdotes qui sont drôles ou pas drôles, là, mais qui illustrent quand même quel était l'état de la génétique à ce moment-là et de la prévention des maladies génétiques. Un jour, il y a un généticien, un médecin, qui était de passage dans la région, quelqu'un de très célèbre. Les médias l'ont su, ils l'ont interviewé à la télévision régionale. Et puis là, ce médecin-là dit, vous savez, dans la région, là, les Tremblay ne doivent pas épouser des Tremblay parce que le danger d'avoir des enfants malades est trop élevé. C'était plaisant pour les Tremblay, ça. Hein? Puis les Bouchards n'étaient pas loin dans la fréquence. Là. On vient quasiment juste après les Tremblay. Bon. Le quatrième facteur de risque, le quatrième postulat, c'est que les fameux 21, ça c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une compagnie qui s'est formée dans Charlevoix avec des commerçants et des cultivateurs aisés pour ouvrir des chantiers forestiers au Saguenay. Et il y en a les 2/3 de ces 21-là qui ne sont jamais venus au Saguenay, ils ne sont jamais établis. Et puis ceux qui sont venus, il y en a la moitié qui sont restés, dont la descendance s'est éteinte ou a émigré. Donc, la probabilité qu'un Saguenayen d'aujourd'hui soit relié à ces supposés 21 est extrêmement faible. Et quand elle est reliée, ça ne veut rien dire du tout, ça ne veut rien dire de particulier en tout cas, ça n'augmente pas le risque. Mais néanmoins, il y a encore aujourd'hui une société des 21 au Saguenay qui est célèbre, qui admet les Saguenayens qui sont signalés, etc. Mais moi, j'ai dû écrire à peu près 300 fois dans les journaux ou dans des entrevues que ça n'avait pas de bon sens, là, ça n'avait pas de fondement, mais une fois qu'un stéréotype est bien installé, vous savez ce que disait Einstein, c'est plus difficile de fusionner ou de fusionner un stéréotype que
de briser un atome. Comme c'est Einstein qui le disait, on va supposer qu'il y a du vrai là-dedans. Le niveau de fécondité, ça c'est un autre facteur. Les grandes familles, plus on avait d'enfants, évidemment, plus on était à risque. Et là, ça c'est une autre idée qui court et qui continue de courir. Au Saguenay, on aurait l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde. Et ça, c'est quand ça arrive aussi de lire que c'est le plus élevé au monde. Alors qu'en fait, niveau de fécondité au Saguenay, c'est celui qu'on trouve, je veux dire avant 1950, celui qu'on trouvait dans toutes les collectivités neuves du monde. Quand des Européens arrivaient en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada anglais, etc., ils débarquaient dans un espace vierge où il n'y avait aucune organisation sociale et il fallait qu'ils aient des enfants pour avoir de la main-d'œuvre, pour défricher. Et puis ensuite, pour aider les parents vieillissants, il fallait bien qu'il y ait des gens qui les soutiennent parce qu'il n'y avait rien d'autre. Alors, c'était donc quelque chose de naturel et même de nécessaire que d'avoir une fécondité qu'on appelle la fécondité naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de contraception très, très efficace. On a des enfants à peu près un enfant tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Tandis qu'au Saguenay, tout le monde pensait que les femmes avaient un enfant par année. Donc, quand on entendait parler des familles de 20 enfants, les gens trouvaient ça normal. Ils trouvaient que les gens avaient probablement une moyenne de 15 à 20 enfants par famille. Fréquence des maladies héréditaires au Saguenay, alors là, c'est un autre phénomène intéressant, c'est qu'au Saguenay, il y a des maladies qui sont fréquentes au Saguenay, mais qui n'existent pas en dehors du Saguenay. Et l'inverse, des maladies très fréquentes à l'échelle de la planète, la phénylcétonurie par exemple, qui n'existent pas au Saguenay. En fait, il y a eu un cas, c'est un ingénieur de l'Alcan qui provenait d'Arabie et qui avait épousé une femme qui venait d'Angleterre, quelque chose comme ça. Mais autrement, c'est des maladies qui sont inconnues. Alors, vous voyez, les 3 effets fondateurs ont fait en sorte qu'il y a des maladies très courantes qui sont disparues, les gènes n'ont pas suivi. Et puis, un Français qui est parti de l'Anjou pour venir s'établir à Québec au XVIIe siècle pouvait être porteur d'une copie tout seul d'un gène mutant, mais finalement, à cause des conditions du peuplement, puis de la fécondité, puis des effets fondateurs, ben, ce gène-là a trouvé des conditions pour devenir fréquent. Mais ça ne veut pas dire que ça augmente le fardeau génétique global, simplement, il est structuré de manière différente. Alors, il fallait donc une nouvelle stratégie de prévention des maladies génétiques, parce que tous ces résultats-là, au fond, ça causait plus de problèmes qu'autre chose. Auparavant, on savait comment repérer le risque de maladies génétiques. Maintenant, on ne savait plus, il n'y avait plus rien. Parce que, en fait, ce qui arrivait, c'est que les gènes mutants n'étaient pas concentrés ni d'une façon ni d'une autre dans la population. Ils étaient distribués au hasard, comme si vous preniez une poignée de billes et que vous la lanciez sur une table de billard. Alors, ça devient extrêmement compliqué à ce moment-là de trouver des indicateurs de risque. Et donc, en ce sens-là, nos travaux apportaient des mauvaises nouvelles. Et nous autres, ce qu'on a fait quand même, on n'a pas voulu rester insensible ou inactif. Moi, j'avais un ami qui était avocat. Et puis, on a mis sur pied un organisme qu'on a appelé CORAM, Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires. Et là, le but, c'était de répandre de l'information dans la population, de sensibiliser les populations à la réalité des maladies génétiques ou des maladies héréditaires, d'amener les gens qui croyaient avoir un risque de pouvoir aller consulter des médecins ou des gens du personnel de santé. Et donc, on a travaillé aussi pour s'assurer qu'il y aurait des services adéquats, non seulement à Chicoutimi, mais à l'échelle de la région. Et cet organisme CORAM existe encore. Il fonctionne depuis 40 ans à peu près. Alors là, quand même, on a fait quelque chose. Mais on ne sera jamais capable de trouver des indicateurs de concentration des gènes comme on pensait le faire auparavant parce que ça n'existe pas. Est arrivé là-dessus, évidemment, le développement de la génétique moléculaire, c'est-à-dire la capacité d'identifier le défaut
sur les deux rubans d'ADN, et puis ensuite des tests de porteurs. Alors là, évidemment, avec Coram, on a fait des pressions, on a mené toutes sortes de démarches pour que ces tests de porteurs soient disponibles à tous ceux qui désiraient les faire. Et finalement, ça s'est très bien passé. La population a très bien répondu. Et c'est pour ça que Coram marche encore aujourd'hui et il marche de mieux en mieux. Bon. Alors, la suite des développements, après ce que j'appelle les premiers, là j'ai oublié de vous raconter une affaire quand même qui n'est pas inintéressante. Le premier essai qu'on a fait sur les deux maladies héréditaires, la tyrosinémie puis le rachitisme vitamino-dépendant, qui sont deux maladies récessives, et d'après ce que l'on savait de la génétique et des maladies héréditaires à l'époque, ça voulait dire que si on étudiait la généalogie et la structure de parenté des familles où ce gène-là était attesté, qu'on découvrirait plus de mariages consanguins. Alors moi, quand je suis revenu d'Europe et des États-Unis, je travaillais avec des médecins locaux, puis j'ai fait un essai avec la banque sur ces deux maladies-là. Et puis après ça, j'ai pris 3 groupes témoins. Et on a mesuré donc le taux de mariage consanguin dans les groupes cibles et dans les groupes témoins pour arriver à quoi? Pas de différence. Même niveau de consanguinité des deux côtés. Alors moi, je suis resté perplexe et là, je suis allé à l'Université Laval, j'ai demandé à rencontrer les généticiens et puis ils ont répondu, étaient intéressés, quelqu'un qui avait une nouvelle infrastructure de recherche, qui travaillait sur les maladies héréditaires, on n'avait quand même pas tant que ça à ce moment-là. Alors il y en a 7 ou 8 qui sont venus et puis là, je leur ai expliqué les résultats. Et leur réaction, comment je dirais, c'est un peu comme si un jeune qui venait d'une région inconnue serait allé voir Newton pour lui dire, écoutez, dans ma région, quand on lance une pomme en l'air, elle ne tombe pas, elle continue à monter. Vous imaginez la réaction de Newton. Hein? Ben, ça a été exactement la réaction des généticiens de l'Université de Laval. Ils ont dit, je pense que votre instrument de recherche, là, il y a un petit problème. Retournez chez vous, là, puis refaites votre enquête parce que ça ne marche pas là. Moi, je suis revenu pas très fier. Mais là, on a pris d'autres cas, d'autres maladies héréditaires récessives. J'ai multiplié le nombre de groupes témoins. On a refait l'enquête, mais cette fois-là, en contrôlant, en téléphonant aux familles, ça a pris 1 an. Même résultat. Alors là, je suis retourné à Québec. J'ai dit, la pomme, elle n'est toujours pas tombée. Dites-moi pas que c'est un problème dans le fichier de population, c'est pas un problème. On a tout vérifié, les jumelages, etc. Alors, réfléchissez à ça, il y a sûrement des conséquences qu'il faut tirer de toutes sortes. Et finalement, c'était à l'origine de la collaboration avec les généticiens de l'Université Laval. Après ça, ça s'est étendu à ceux de l'Université McGill, ceux de l'Université de Montréal. Et là, on a créé l'IREP, c'est-à-dire un institut interuniversitaire de recherche, par exemple, qui amenait ces 3 universités-là à verser une subvention chaque année assez substantielle à l'UQAC pour continuer le développement de la banque et le fonctionnement. Ensuite, on a recruté 4 autres universités. Alors, c'est devenu quelque chose de très gros. Et là, finalement, les généticiens de McGill et des 3 universités étaient bien contents de pouvoir aller faire des communications un peu partout à travers le monde pour dire qu'au Québec, les pommes ne tombaient pas. Mais eux, quand ils le disaient, les gens croyaient. Parce qu'ils expliquaient pourquoi. Puis là, évidemment, ça surprenait tout le monde, en particulier dans des pays comme la Finlande, d'autres pays scandinaves, qui se sont peuplés à peu près sur le même modèle que le Québec et le Saguenay. À cette époque-là, je me rappelle, la dernière fois que je suis allé en Finlande, il y avait 30 ou 35 maladies génétiques qui n'étaient représentées qu'en Finlande. Donc, c'était vraiment le modèle québécois, là, mais plus déployé peut-être. Alors, finalement, donc, cette idée-là a pris, elle a fait son chemin. Et puis, ça a amorcé toute une nouvelle réflexion sur la prévention des maladies héréditaires.
Et là, le fichier est devenu un instrument utilisé non seulement par des chercheurs québécois, mais un peu partout, là, en Europe, etc. Tout le monde voulait venir tester des choses sur cet instrument-là. Et puis, là, on est passé, on a continué à travailler, pas moi, bien sûr, mais des chercheurs, on a continué à travailler sur des maladies mendéliennes, dominantes ou récessives, mais aussi des maladies multifactorielles. Alors, par exemple, les psychoses maniaco-dépressives, la schizophrénie, l'Alzheimer, un très gros projet sur l'Alzheimer, sur l'asthme, etc. Et là, évidemment, c'était beaucoup plus compliqué, bien sûr, parce qu'on ne parle pas de gènes, là, deux copies d'un même gène ou d'un gène dominant, mais c'est des dizaines de gènes là, qui sont mobilisés pour être à la cause d'une maladie, à la cause des symptômes. Et ça fait appel à des modèles extrêmement complexes. Alors là, moi, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça fait quand même 10 ans que j'ai laissé la direction de Balzac, mais disons que il y avait donc une nouvelle fenêtre là, qui était ouverte et qui était passionnante parce que les maladies multifactorielles, il y en a beaucoup. Hein, c'est plus fréquent que des maladies mendéliennes. Si bien que avec l'extension institutionnelle, la création de l'IREP avec plusieurs universités, ben là, on a pu aller chercher beaucoup d'argent pour accélérer le développement de la banque, ce qui était, moi, l'un des objectifs que je visais parce que j'avais épuisé à peu près toutes les possibilités de financement dans mon domaine, le domaine des sciences sociales et la science historique, et qu'il fallait accéder absolument aux organismes subventionnaires du domaine médical. Et donc, avec les gens que j'avais convaincus, comme Claude Laberge et Charles Schreiber à McGill, c'est une autre chance que j'ai eue. Hein. Schreiber, par exemple, était considéré comme un des plus grands généticiens au monde. Laberge, je suivais de pas loin, donc c'est des gens dont la renommée était bien établie partout. Par exemple, quand je suis allé voir Schreiber pour lui demander de participer à la recherche, je ne l'avais jamais vu, il ne me connaissait pas non plus. Je suis resté 1 heure avec lui. Et puis le lendemain, il me téléphonait, il avait parlé au recteur, puis il m'annonçait que McGill allait donner 25 000 par année. Ça, on est en 1978-79. Alors, vous voyez, c'est parce que j'avais eu la chance de tomber sur des gens comme ça. Euh, alors, le fichier donc a pris de l'expansion, et à mesure qu'il en prenait, ça étendait l'assise pour d'autres projets, pour raffiner les questions, les résultats, etc. Alors, l'expansion spatiale, bien sûr. On a commencé par couvrir toutes les régions de l'Est du Québec parce que ce sont les régions qui ressemblaient le plus au Saguenay. Et là, on a découvert, par exemple, que l'espace québécois est structuré d'une façon très nette entre moi, ce que j'appelle la macro-région du Nord-Est et la macro-région du Sud-Ouest, avec une frontière qui passe, une ligne qui passe entre la Beauce et Portneuf, à peu près. Et quand vous étudiez n'importe quoi, c'est une ligne de partage entre les deux macro-régions. Par exemple, il y avait une équipe de linguistes qui travaillait sur des formes euh, langagières, phonétiques, à l'échelle du Québec. Et puis moi, ça m'intéressait beaucoup. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils trouvaient. Ben, ils trouvaient exactement les deux macro-régions. Et puis, ça m'a donné l'idée de faire des études des noms de famille, la fréquence des noms de famille. J'ai recueilli une quarantaine de bottins téléphoniques. À cette époque-là, ils n'étaient pas encore fusionnés, qui couvraient l'ensemble du Québec. J'ai construit les indices très simples d'homogénéité patronymique. Encore une fois, la frontière tombait exactement à la même place. Tout ce qui était au nord-est était très homogène, et puis ce qui était au sud-ouest était de plus en plus diversifié. Plus on s'approchait de Montréal, plus c'était diversifié. Chronologiquement, je l'ai dit, maintenant, là, ce qui est arrivé, une grande opération qui était très importante pour nous. On a obtenu une copie du fichier qui avait été développé par les démographes de l'Université de Montréal, et on a pu jumeler ce fichier-là avec le nôtre, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce que Balzac couvre l'ensemble de la population du Québec depuis le XVIIe siècle. Et puis après ça, ben, là, il y a eu d'autres ramifications, ce qu'on appelait des fichiers sectoriels. Quelqu'un, par exemple, qui travaillait sur les ouvriers de l'Alcan, la compagnie d'aluminium, avait constitué un fichier de 3 000 à 4 000 personnes.
Alors, on lui a ouvert la perspective de venir jumeler ce fichier avec Balzac pour avoir accès à d'autres variables qui permettraient d'enrichir son analyse, etc. Puis là, le modèle s'est reproduit et ça a donné une couronne de fichiers sectoriels en périphérie du fichier central qui contenait la reconstitution des familles. Puis finalement, on a ouvert 5 directions de recherche. D'abord, le développement du fichier, la génétique et la population, le social, le culturel, et puis une autre entreprise qui en est venue à prendre de plus en plus de temps, la protection de la vie privée. Au début, quand j'avais commencé à travailler, c'est une préoccupation qui n'était pas très importante au Québec, mais le fichier Balzac a grandi avec cette préoccupation-là, qui est devenue quelque chose de fondamental, vous le savez sans doute, la sensibilisation à la confidentialité, à la vie privée. Alors, nous autres, on a été obligés, évidemment, de s'occuper de ça de très, très près. Et donc, le profil, l'origine des usagers du fichier a continué à s'étendre. Tout ça, c'est évidemment des très bonnes nouvelles. Alors, le développement institutionnel, j'en ai dit un mot. Bon, alors, en 2010, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais continué à travailler évidemment en génétique. J'ai publié une couple de livres, des articles, etc. Mais parallèlement, je continuais à travailler comme historien puis comme sociologue. Je n'avais pas renoncé à mes intérêts premiers. Mais là, je me suis aperçu en 2010 que le travail de gestion était tellement lourd que là, mes intérêts étaient en péril. Alors, j'ai démissionné. J'ai laissé l'IREP et Balzac et j'ai demandé une chaire de recherche justement sur les mythes et les imaginaires collectifs. Et depuis ce temps-là, c'est dans ce domaine-là que je travaille. Mais il y avait quand même beaucoup de monde là, qui travaillait dans l'IREP quand je l'ai laissé. Donc, moi, mon aventure, c'était 40 ans. C'était, en tout cas, sur le plan professionnel, c'était évidemment la plus belle période de ma vie. Le fichier a permis quand même de faire avancer les connaissances dans différentes directions. Pour ce qui est de la génétique, j'ai parlé de la nécessité d'un nouveau modèle de prévention, de nouvelles approches des maladies héréditaires dans les populations et effets fondateurs. Les 2 macro-régions du Québec, qui sont quelque chose là, qui ont ajouté à la connaissance fondamentale de notre société. La fécondité. Alors là, moi, j'ai fait des centaines d'entrevues avec des personnes âgées. Quand j'avais 1 heure, je me trouvais un vieux ou une femme âgée, je l'interviewais. Je voulais savoir comment ça se passait. Vous allez trouver ça un peu bizarre, mais je voulais savoir comment ça se passait dans l'alcôve. Est-ce que c'est vrai que la contraception a commencé seulement avec la pilule dans les années 1960? Et ce que j'ai découvert, c'est que la contraception a commencé au 19e siècle. Mais c'était avec des méthodes qui étaient inefficaces, donc dans les statistiques officielles, on ne la voyait pas. Mais quand les dames, c'est surtout les vieillards d'ailleurs qui me racontaient ça, les dames étaient trop vertueuses. Mais par exemple, il y avait une méthode, les gars m'expliquaient que quand il avait fait l'acte, comme il disait, la femme se levait rapidement, puis elle se mettait à sauter à côté du lit pour faire descendre le germe, comme il m'expliquait ça. Puis la première fois que quelqu'un m'a raconté ça, c'était un vieux monsieur de Charlevoix. Puis j'ai dit, ça marchait. Il dit, c'est sûr que ça marchait. J'ai dit, combien vous avez eu d'enfants? 14. Ouais, mais ça ne marchait pas tant que ça. Ah, il dit, attention, il dit, on ne sait jamais comment est-ce qu'elle n'aurait eu si elle n'avait point sauté. Alors, finalement, j'ai pu recenser une quinzaine de méthodes qui ne sont pas tous aussi pittoresques. Là. Il y en avait qui consistaient à descendre des escaliers quasiment à débouler. C'est un peu le même principe pour faire descendre le germe. Bon. Et puis d'autres aussi, manger du savon. En tout cas, ils imaginaient toutes sortes de choses. Mais la volonté de contraception était là. C'est ça qui est important sur le plan des mentalités, et puis l'esprit des gens, la culture. Le monde n'était pas niaiseux finalement. À un moment donné, quand tu étais rendu à 10 ou 12 enfants, ça suffisait. Le prêtre continuait à faire pression, bien sûr, mais
eux autres, ils savaient que là, ça suffisait. Puis les médecins prenaient le parti des familles, prenaient toujours le parti des mères, mais ils étaient soumis au curé. Alors, ça créait une tension entre les médecins et les prêtres sur ce plan-là. En tout cas, il y en a de long à dire là-dessus, là, mais pour aujourd'hui, ça va suffire. Bon, un autre exemple. Dans les années, jusqu'à, puis encore aujourd'hui, tous les spécialistes, les historiens, les anthropologues, les sociologues, les spécialistes des sociétés rurales et urbaines vont vous dire que les sociétés rurales, c'est des populations qui sont beaucoup plus sédentaires que dans la ville. Il y a moins de mobilité géographique dans les campagnes que dans les villes. Ça a du bon sens, hein? Bon, non, ça n'a pas de bon sens, c'est pas vrai. L'expérience que je vous ai racontée, donc, à propos de mon travail de thèse à Paris, on l'a vérifié ici au Saguenay, puis dans Charlevoix, puis dans d'autres régions. Par exemple, vous prenez un village, la population se renouvelle aux 2 tiers à tous les 10 ans. Au Saguenay, vous prenez les enfants qui sont nés entre 1840 et 1880, il y en a la moitié dont on ne voit plus la trace parce qu'ils ont quitté, on ne sait pas où ils sont allés. Etc. Puis moi, les entrevues que j'ai faites, ou avec le fichier de population, on s'apercevait qu'un couple déménageait à peu près entre 3 et 4 fois en moyenne durant sa vie active. Alors là, donc on arrivait à la conclusion que les populations rurales étaient aussi mobiles que les sociétés urbaines, que les populations urbaines. Et puis là, il y avait un autre problème qui se posait. Les anthropologues expliquaient tout le temps que la stabilité des cultures dans la société rurale était due au fait que les populations étaient stables. Donc, c'était plus facile pour les traditions, les coutumes de se transmettre à peu près intactes. Donc, le changement culturel, c'est comme ça qu'on pouvait, l'absence de changement culturel, c'est comme ça qu'on pouvait l'expliquer. Mais si on arrive et qu'on découvre que les populations rurales sont aussi mobiles que les autres, comment on va expliquer la stabilité culturelle? Bon, alors moi, j'ai ouvert 2 ou 3 projets sur des indicateurs culturels pour montrer qu'il y avait des changements culturels dans la société rurale. Il y avait des changements dans les modes de prénom, il y avait des changements dans les rituels du mariage, de la naissance, il y avait toutes sortes de changements. Mais les anthropologues partaient avec l'idée que, au fond, les sciences sociales sont très imprégnées par des visions communes, finalement, qu'on ne remet pas toujours en cause parce que les données qu'on recueille semblent les confirmer, mais on ne s'aperçoit pas qu'on a recueilli les données d'une manière qui est biaisée parce qu'on n'a pas d'incitation à le faire, etc. Bon, alors, vous voyez, c'était quand même quelque chose de massif. Mais si vous interviewez des gens aujourd'hui, ils vont vous dire la même chose. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a publié un article dans une revue scientifique que l'année d'après, tout le monde va changer d'idée. D'abord, il n'y a pas beaucoup de monde qui va lire l'article. Et puis, quand vous l'avez répété beaucoup, ben, les gens sont tannés, pensent qu'on radote, alors on arrête. Mais ces vieux stéréotypes-là survivent. La périodisation du déclin religieux. Interrogez tous les historiens, les sociologues aujourd'hui, ils vont vous dire que c'est avec la Révolution tranquille. Eh bien, quand, avec les fichiers de population, on arrive à voir des choses qu'il est impossible de voir autrement. Par exemple, quand vous étudiez le délai moyen qui s'écoule entre le moment de la naissance et le moment où on fait baptiser l'enfant, ici au Saguenay, par exemple, on s'aperçoit que ce délai-là, il est de l'ordre de 24 heures, 36 heures ou plus, dans 80-90% des cas. Puis ça, c'est stable jusque dans les années 30. Là, on voit le délai qui s'étire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, c'est très clair. Pourquoi les gens se forçaient à faire baptiser l'enfant 24 heures après? Des fois, c'était en hiver, dans les tempêtes, ils partaient quand même en traîneau. Il y a des enfants qui mouraient, mais il fallait le faire parce que si l'enfant mourait, comme il n'était pas baptisé, même si on avait pratiqué l'onction, il s'en allait dans les limbes. Et les limbes, ça, les mères, ça les stressait quasiment autant que l'enfer. L'idée que leur petit enfant va se promener dans la stratosphère jusqu'à la fin du monde, tout seul, pauvre petit. En tout cas, bref, on se précipitait à l'église pour les faire baptiser. Quand on voit ce délai-là s'étirer, ça veut dire que l'intensité de cette croyance diminue.
Il n'y a pas d'autre raison. Alors là, on est fin des années 30. Ah, déjà, donc, les croyances religieuses commençaient à s'effriter. La pratique continuait parce qu'elle était trop contrôlée, elle était trop surveillée. Les gens continuaient évidemment à aller à la messe, se confesser, puis tout ça. Mais le fondement symbolique s'érodait progressivement. Deuxièmement, moi, j'ai construit un fichier sectoriel avec tous les membres du clergé au Saguenay pour mesurer le taux de recrutement du clergé. Quand est-ce que le taux il est stable, là, encore une fois, à partir du 19e siècle, une longue période, il est stable. Mais là, c'est un taux net, hein, c'est-à-dire qu'avec le fichier de population, on est capable de prendre, d'isoler une sous-population qui sont les jeunes jusqu'à l'âge où normalement ils devraient se marier ou ne pas se marier. Et s'ils ne se marient pas, ils restent célibataires ou ils entrent en religion. C'est vraiment un taux net, là. Et bon, en tout cas, ce qu'on trouve là, c'est que ça commence à décliner à partir de 1930. Alors, vous voyez, ça concorde là. Hein? On voit une courbe là qui commence à se défaire à partir des années 30, pas les années 60. Donc, encore une fois, en tout cas, ça vaut la peine de faire des fichiers de population. On découvre des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Je pourrais vous donner d'autres exemples, hein, mais là, je vais m'arrêter là. Et je vais finir sur une note quand même. Ça n'a pas été juste un long voyage de noces, hein, notre parcours. Hein. Je vais vous donner un exemple de problème qu'on a eu. Puis je vais terminer là-dessus. À un moment donné, on s'aperçoit, d'abord, quand on a commencé avec la banque à le développer pour le Saguenay, bon, ça allait bien. On avait des systèmes de gestion informatique assez simples. Mais quand le fichier est devenu assez gros, fin des années 70, on s'est fait dire qu'il n'y aurait pas de système de gestion de base de données qui pourrait le gérer. C'est-à-dire que si on lui posait des requêtes, il serait incapable de les traduire et de les effectuer. Moi, je venais de demander de l'argent à mon recteur pour qu'il nous achète un nouvel ordinateur. Et on est à l'UQAC, là, hein? On n'est pas à Harvard ici, là. Alors, c'est là-dessus que les systèmes de gestion de bases de données relationnelles sont apparus. C'est-à-dire à peu près juste au moment où on allait tomber en bas, en bas de l'escalier. Alors là, on était vraiment chanceux, mais je vous assure que pendant ce temps-là, moi, je ne dormais pas très bien, là. Jumelage automatique des données. En soi, ça paraît assez simple. Hein? On informatise les données, on crée un programme. Le programme, quand il voit sur deux documents les mêmes noms, les mêmes prénoms, il va les jumeler. Il va dire, voilà, c'est la même personne. Mais ça ne tient pas compte du problème de l'homonymie. Il y a quand même des gens qui portent le même nom et le même prénom. Mais ce n'était pas le plus grave, ça. Le plus grave, c'est qu'on a découvert que la probabilité, quand quelqu'un va à l'église pour enregistrer un événement démographique, la probabilité que le prêtre enregistre le nom et le prénom avec exactement la même orthographe que les fois précédentes, elle n'est pas très élevée. Il y a une chance sur 4 que ça soit différent. Alors là, ça veut dire qu'il y a soit des changements qui sont seulement orthographiques. Thibault, ça peut s'écrire de 7 ou 8 façons, là, B-O, B-E-A-U, A-T, bon, on veut, avec ou sans H, bon. Mais il y avait des variations de phonétique. Les noms de famille n'étaient pas les mêmes, souvent, complètement changés. Ou alors, par exemple, c'est quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Lise. Eh bien, sur son acte de baptême, c'est marqué Frère Mathilde. On ne sait pas pourquoi, là, mais c'est comme ça. Ou bien le curé s'avisait à un moment donné, un nouveau curé, voyait qu'une personne s'appelait tel prénom qui était trop profane, décidait de le changer de lui-même. Alors l'ordinateur, il ne sait pas ça, lui. Hein, quand il voit deux formes différentes, il conclut que c'est deux personnes différentes. Alors il a fallu construire des systèmes informatiques qui permettent à l'ordinateur de distinguer quand il se trouve dans deux formes différentes, quand est-ce qu'elles sont vraiment différentes et quand elles sont semblables, quand est-ce qu'elles sont différentes. Là, ça a été long, ça, parce que, en tout cas, c'est des systèmes assez compliqués. Mais on a réussi quand même. On a réussi, puis là, on n'a pas réussi 100% des jumelages, mais on a réussi au point où on était capable de contrôler ceux qu'on ne réussissait pas
et puis de faire enquête sur chacun pour voir ce qu'il en était. Mais il ne fallait pas qu'il y en ait trop, là, hein, parce que c'était long. À un moment donné, notre fichier… Docteur Lalonde, il me reste combien de temps? 5 minutes? Ah, ça va. À un moment donné, notre recherche a été pas mal connue, ça intéressait les journalistes, les médias. Moi, je suis de plus en plus sollicité pour donner des entrevues, pour expliquer ce qu'on faisait, ce qu'on trouvait. Et puis là, il y avait une plante qui poussait à côté, là, c'était la sensibilité à la protection de la vie privée. À un moment donné, c'est devenu un souci très important au Québec. Et là, il y a des gens qui ont su qu'on travaillait sur des maladies héréditaires. Et puis, ils ont pensé que le fichier intégrait des données médicales et des informations génétiques. Alors là, ils ont dit, ça ne va pas là. Il y a une équipe du téléjournal de Radio-Canada qui est venue nous voir. Mine de rien, pour eux autres, c'était une bande de luberlus là, du fond du Québec là, qui était en train de brasser là, avec des données génétiques, les imbéciles. Ils sont venus nous voir, bien de bonne humeur, c'est merveilleux ce que vous faites, expliquez-nous ça nous intéresse. Ah oui, c'est formidable. Ils ne nous ont jamais dit, avez-vous des données génétiques là-dedans? Ils nous ont jamais demandé. Ils ne nous ont jamais donné l'occasion de dire non, il n'y en a pas. Systématiquement, on refuse parce que, etc. Jamais donné l'occasion de dire ça. Le lendemain, le titre au téléjournal, c'était une bombe à retardement à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'était nous autres, ça. Mais là, ils avaient fait un reportage. Nous autres même, ça nous avait fait peur à écouter ce qu'ils disaient là. C'est tout juste si on ne brossait pas dans les gènes pour fabriquer une autre race, là, on était quasiment rendu là, avec des inconscients qui n'ont pas l'air à savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et là, on a eu des vrais problèmes. Là, par exemple, le gouvernement qui nous donnait pas mal d'argent a constitué un comité d'experts où il y avait des Européens, etc., d'experts en éthique, etc., pour examiner notre affaire. Et à la fin, un Européen qui a dit au gouvernement, il faut que vous détruisiez cette banque-là. C'est trop dangereux. Alors là, vraiment, là, moi, là, je me suis mis sur le chemin. D'abord, je suis retourné voir tous nos bailleurs de fonds. Je suis allé voir des journalistes, des médias. Je leur ai expliqué ce qu'on faisait. C'est de la généalogie, baptême, sauf qu'on la faisait avec l'ordinateur. Puis quand on faisait une recherche en génétique, on s'était entendu avec un hôpital où il y avait des organismes de filtrage pour la protection de la vie privée, approuvés par le gouvernement, par la Commission d'accès à l'information. Et ces gens-là, aux conditions qu'on leur décrivait, nous donnaient accès, par exemple, si on travaillait sur la tyrosinémie, ils nous donnaient accès à la liste des noms des parents qui avaient eu des enfants atteints de cette maladie-là. Alors, nous autres, on prenait la liste et puis on faisait le lien entre ces noms-là et ceux qui étaient dans la banque pour pouvoir entrer puis mettre en marche le processus d'analyse des structures de parenté, etc. Mais après, la liste, on ne la gardait pas, on la détruisait. On s'engageait à la détruire. On n'a jamais été tenté non plus de faire un fichier sectoriel avec ça, puis de le lier à la banque, etc. Bien sûr que non. C'est quand même pas si imbécile que ça. Mais c'est ça qui a couru partout. Par exemple, je me rappelle, en 2005, un anthropologue de l'Université de Montréal qui publie un livre dans lequel il y a 2 chapitres sur Balzac. Et à Balzac, c'est terrible. On travaille avec des données génétiques, on fait des choses monstrueuses. On est obligé de mettre des avocats là-dessus pour empêcher la publication du livre. Et quand ils l'ont publié, c'était à la condition qu'ils ajoutent au début un texte qu'on avait rédigé avec des avocats, des juristes, pour dire que ce qui était dit, c'était faux. Vous pouvez le lire si vous voulez, mais c'est pas vrai. Bon, alors, on a mis du temps là-dedans, là. C'est vraiment là. Puis moi, encore, ce bout de temps-là, pas très bien dormi non plus. Oui, le problème des stéréotypes, ça, je vous en ai parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà. Alors, docteur Lalonde, vous ne voulez pas que je recommence, là, hein? 3 fois, ça suffit, non? Merci beaucoup. En fait, il n'y a pas de questions dans le chat, mais s'il y a des gens qui veulent poser des questions, manifestez-vous. J'en ai une pour commencer pendant que les gens réfléchissent à la question. D'après les titres des 3 romans que vous avez écrits, qui me donnent
l'idée que ce sont des prénoms autochtones ou Premières Nations, là. Je pense qu'il y a eu des mariages avec les Français qui sont arrivés, qu'on appelait à ce moment-là des voyageurs, des coureurs de bois, avec des Amérindiens, des Autochtones. Avez-vous des données là-dessus sur le nombre, sur leur descendance, sur l'effet que ça a pu avoir sur la population? Oui. On s'est beaucoup occupé de cette question-là. D'abord, Mistook, Picoba, Ouachat, c'est des noms de lieux. Ah. Mistook, par exemple, c'est Saint-Cœur-de-Marie. Mais avant, les Indiens avaient nommé ça Mistook. La rivière Picoba, c'est pareil. C'est le nom que les Indiens avaient donné à cette rivière-là, mais le nom a été conservé. Il n'a pas été transformé parce que les curés ne s'occupaient pas de transformer les noms de rivières, c'était les noms de paroisses. Ouachat, c'est le nom d'une réserve indienne près de cette île qui fait parler d'elle maintenant parce qu'il y avait un pensionnat là. Bon, alors, il y a eu l'idée, elle existe encore, hein, qu'il y a eu beaucoup d'unions mixtes, je dis bien des unions parce que ce n'était pas toujours légitime, entre des autochtones et des blancs ou des descendants d'Européens. Il y en aurait eu plusieurs à l'époque de la Nouvelle-France. Il y en aurait eu plusieurs aussi dans les nouvelles régions de peuplement comme le Saguenay à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait que des Blancs comme nous serions porteurs de très grand nombre de gènes autochtones, mais on n'ose pas le dire parce que c'est honteux et puis on essaie de cacher ça. Et là, je reproduis la thèse courante, hein, la thèse prédominante. Ça va même jusqu'à dire que non seulement on a des gènes autochtones, mais on leur a emprunté aussi des influences sociales, culturelles, par exemple la démocratie, le goût de la concertation, l'exotisme, le goût de la nature, etc. Tout ça qu'on s'attribue comme étant, croyons-nous, des attributs de notre société, de notre culture, ce serait hérité des Autochtones. Il y a peut-être un anthropologue dans les années 60 avait cette image. Si vous brassez l'arbre généalogique d'un Canadien français, il va en tomber plein de plumes. Et ça avait beaucoup frappé l'imaginaire. Les médias ont beaucoup aimé ça. Et puis ça a fait boule de neige. Alors, nous autres, on a travaillé là-dessus parce qu'on voulait vérifier, comme toujours. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est que en travaillant avec les données généalogiques, mais cette fois-là jumelées avec des données biologiques prélevées chez les Indiens, avec les consentements, etc., chez les Indiens et chez les Blancs, on est arrivé à montrer, moi, je n'étais pas impliqué dans cette recherche-là, mais c'est des chercheurs de Balzac qui l'ont fait. On est arrivé à montrer que des Blancs comme vous et moi, là, en moyenne, on porte à peu près entre 1 et 2 de notre bassin génétique qui provient des Autochtones. Et c'est plus proche de 1 que de 2 Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, si vous construisez l'arbre généalogique d'un Québécois francophone aujourd'hui jusqu'au 17e siècle, vous allez arriver au bout avec des milliers de gènes, des milliers d'ancêtres. Alors qu'il y en ait un ou deux là-dedans là, qui soient un autochtone. Si vous imaginez tout la complexité des circuits de transmission des gènes sur 10 ou 12 générations jusqu'à aujourd'hui, les gènes de cet ancêtre-là, là, ça ne peut pas être fréquent. Et c'est ce que l'on trouve effectivement avec des enquêtes de l'ADN, hein, où on voit les gènes. On trouve aussi, mais là c'est les historiens qui l'ont trouvé, que des mariages en Nouvelle-France entre des Autochtones et des Blancs, il y en a très, 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 très peu. Très, très peu. C'est de l'ordre de 1% à peu près. Parce que c'est interdit. La Nouvelle-France, les autorités de la Nouvelle-France ont interdit le mariage entre ces deux populations. Et puis, pour ce qui est des influences culturelles et sociales, si vraiment on était très imprégné de ces héritages-là, ça voudrait dire qu'on a eu des contacts fréquents, constants, intensifs avec les populations autochtones. Mais ça ne peut pas être le cas.
ils sont établis à distance de nos centres de population. Dans les régions, par exemple, les Autochtones, ils sont sur la côte nord, les Inuits. Ils sont presque tous sur la côte nord. Et puis, ils sont loin sur la côte nord en plus. Et puis en Nouvelle-France aussi, la plupart des Hurons, etc., les Inuits, on appelait les montagnais, étaient situés à distance. Et ils ne tenaient pas souvent à se tenir dans la proximité des Français non plus. Hein. Ils n'avaient pas beaucoup d'admiration pour les Français. Ils trouvaient que leur culture et leur société étaient bien supérieure à la nôtre. Alors finalement, c'est pas une fiction, là, mais c'est une exagération considérable. C'est un stéréotype. Un stéréotype. Merci. Il y a M. Francisco, puis ensuite M. Labelle. Oui. Moi, dans le fond, je voulais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Donc, je voulais juste d'abord vous remercier pour la conférence puis le travail colossal que vous avez accompli avec le fichier Balzac. C'était fort intéressant. Je vais devoir quitter, j'ai un patient, mais je vais quand même vous entendre peut-être vous entendre un peu plus sur la fameuse démarcation des macro-régions au Québec entre le nord-est et le sud-ouest. Vous avez parlé de certains critères comme les noms de famille, les gènes ou encore même au niveau linguistique. Est-ce qu'il y a eu d'autres paramètres qui ont été évalués pour différencier ces deux grandes régions-là? Puis aussi, comment vous expliquez cette démarcation-là au Québec? Moi, je ne sais pas si ce genre d'enquête s'est poursuivi parce que je me suis éloigné de ces travaux-là. Après que j'arrivais à mes conclusions, moi, je me suis tourné vers autre chose. Je ne voulais pas devenir un spécialiste des macro-régions du Québec. Mais l'explication, on la connaît, cependant. On la connaît. C'est que les conditions de peuplement sont responsables de ces deux micro-régions génétiques. Le peuplement qui est venu dans l'Est, longtemps il est resté dans l'Est. Et c'était des populations homogènes donc, qui étaient là. Et les populations d'origine diverse s'en allaient plutôt vers le pôle montréalais, qui était plus urbain, qui était plus industrialisé, où il y avait plus d'emplois, plus d'avenir, etc. Plus d'emplois non agricoles aussi. En général, les immigrants qui venaient ici, c'était pas vraiment pour s'établir comme cultivateurs, c'était pour s'établir en ville. Alors, en ville, à ce moment-là, ça voulait dire toute la grande région de Montréal. Ça, c'est l'explication, en gros. Et ces tendances-là se sont accentuées. Hein. Aujourd'hui, près de 90% des immigrants qui s'établissent à Montréal. Donc, il y a une accentuation. On pourrait dire même que donc, ces deux régions, ces deux macro-régions, c'est encore plus discriminant que ça l'était auparavant, d'une certaine façon. Parce qu'il y a très peu de gens de Montréal qui vont déménager dans Charlevoix ou en Gaspésie, sauf pendant 2 ou 3 semaines durant l'été. Par contre, l'inverse est fréquent. Alors, là, si on pense aux enquêtes des linguistes, c'est la même chose. Ils vont trouver dans Montréal des formes lexicales qui sont nées dans l'Est du Québec, mais ils ne trouveront pas l'inverse. Des formes qui naissent dans l'Ouest, ils ne les retrouveront pas dans l'Est à cause du mouvement des locuteurs, finalement. Mais non, moi, je n'ai pas continué à travailler de cette façon-là. Non. Écoutez, un gros merci. Hein? Je vous en prie. Je vous en prie. Bonne chance avec un psychologue. Est-ce qu'il appelle des patients, les gens avec qui il travaille, ou les appelle autrement? Moi, je les appelle des patients. Quand moi, on est à l'hôpital, j'aide des patients. Je n'appelle pas ça des clients. Je résiste au mot client. Je préfère les appeler des patients. Surtout que vous ne les guérissez pas souvent. Non, on les soigne, mais on ne les guérit pas. Portez-vous bien. Au revoir, M. Labelle. D'abord, je voulais vous remercier infiniment pour votre présentation et pour moi, c'est un grand privilège de vous parler. Je suis professeur titulaire à l'UQAM depuis une vingtaine d'années et je suis psychologue aussi depuis une trentaine d'années. Et pour moi, vous êtes un modèle et un mentor. Donc, merci. Je voulais savoir, je suis à monter une banque de données. Pas de l'ampleur de Balzac, mais bon, une banque de données assez importante. J'ai amassé au cours de mes 30 années des données sur plus de 1000 patients en clinique. Et je fais des histoires personnelles au lieu des histoires sociales. Et j'ai l'adhésion du comité d'éthique de mon université
Et j'ai eu l'occasion aussi à quelques reprises de discuter avec la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec et l'avocat aussi de l'Ordre. Et j'ai le feu vert pour monter cette banque et j'ai déjà plus de 300 patients qui sont dans la banque avec des données que je pourrais traiter éventuellement. Ah oui. Donc, la question est la suivante. Auriez-vous des conseils à me donner sur quoi faire et peut-être quoi pas faire avec votre vaste expérience au cours des dernières années? D'abord, je dirais que là, si vous avez le feu vert sur le plan de la protection de la vie privée, vous avez un gros obstacle de franchi, là. Je dirais que c'est quasiment le principal. Sur le plan de l'informatique, je pense que ça ne doit pas poser des problèmes considérables parce que vous n'avez pas de jumelage à faire, hein. C'est des dossiers individuels que vous voulez suivre dans le temps. Exact. Alors là, il doit y avoir déjà des modèles informatiques qui permettent de suivre l'évolution d'individus, de suivre des parcours. Est-ce que vous êtes mis en contact avec le service d'informatique de l'UQAM? Non, non. Il doit y avoir un service là, qui est destiné à appuyer les chercheurs. Oui, oui. En tout cas, ça existe moi, dans toutes les universités que je connais. Et en général, ces gens-là nous aident à faire les premières étapes, disons, à franchir les premiers pas, à concevoir le modèle de banque dont on a besoin, le genre de modèle de gestion informatique qui serait approprié au type de banque qu'on veut construire. Mais après ça, ben là, faut aller demander des subventions, bien sûr. Mais déjà, l'UQAM pourrait vous en donner une pour démarrer. Il doit y avoir aussi un programme comme ça, hein? Bien sûr, bien sûr. Je ne dirais pas le programme des jeunes chercheurs, sans vous offenser, parce que vous n'en êtes pas la première année. Bien sûr, oui. Non, mais je crois qu'il doit y avoir à l'UQAM, comme partout, des programmes pour aider les chercheurs à débuter des projets. Et là, forcément, après, ça vous place beaucoup mieux pour faire appel aux organismes subventionnaires ordinaires. Et puis, vous avez un avantage que moi, je n'avais pas, c'est que vous êtes psychologue, hein, c'est ça? Voilà. Donc, vous travaillez sur des pathologies. Voilà. Et déjà, c'est plus facile là, d'avoir des subventions parce que la pertinence, la personne qui va la remettre en cause. Très bien, mais je vous remercie beaucoup et encore merci. On touche à la fin. Enfin, juste pour compléter ce que M. Bouchard dit, je pense qu'un des éléments essentiels dans la recherche actuellement, c'est d'être en équipe. Parce que dans l'équipe, il y a des statisticiens, il y a des informaticiens, il y a d'autres chercheurs, il y a des penseurs, il y a des gens qui rédigent, du secrétariat. Donc, avec cette équipe-là, souvent, ça apporte beaucoup de ressources et de soutien. Alors, je tiens à remercier M. Bouchard. Je vous mentionne pour ceux qui sont en ligne encore que la semaine prochaine, on va parler de fibromyalgie, qui est aussi une maladie un peu mystérieuse, la fatigue chronique, et qui est une maladie un peu mal définie, sur laquelle on va avoir plus d'informations. Alors, merci beaucoup, M. Bouchard. C'était un plaisir de vous entendre à nouveau. Je pense que j'ai tout compris, comme la première fois. La répétition dans l'enseignement, c'est toujours important. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes très généreux. Je vous remercie de votre attention. J'ai beaucoup de plaisir à exposer mon histoire. Voilà. Au revoir. Au revoir.